13h, 15h, Europe 1 Info. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Europe 1 Info, la suite à 13h47 sur Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias et aujourd'hui avec vous Clélie, le journaliste Elliot Maman et le chroniqueur politique et communicant Jean-Michel Salvatore. Vous vous souvenez des mots de la veuve du gendarme Éric Comines qui avait été tué il y a un an, en août 2024, à Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Il avait été percuté par un délinquant multirécidiviste de nationalité capverdienne. Elle dénonce de nouveau, aujourd'hui encore, la défaillance de la justice française. La justice a été le fossoyeur de mon époux et de notre famille, a-t-elle expliqué au point. C'est le résultat de 40 années qui amène, je pense, à une certaine indifférence. Les gars, ils tuent ouvertement, et puis bon, ce n'est pas grave. Allez, on va faire 4 ou 5 ans, et puis on va être libérés. C'est ce qu'elle dit. Et souvenez-vous encore une fois des mots du discours qu'elle avait tenu l'an dernier. Écoutez-la. Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Et depuis, il y a eu d'autres refus d'obtempérer, d'autres drames et évidemment aussi d'autres moments qui ont marqué la France. Et on se souvient de ces mots d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on vit dans un brainwashing sur les faits divers, comme y a-t-il pu le dire Jean-Michel Salvatore? Non, moi je ne crois pas, évidemment. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'il y a plusieurs années, quand une personne était victime d'un fait divers, elle avait tendance à dire « j'ai confiance dans la justice de mon pays ». Et là, c'est tout l'inverse. Bon, c'est ce qu'on disait beaucoup. « J'ai confiance dans la justice de mon pays ». Aujourd'hui, on voit bien que de plus en plus de victimes, en fait, osent sortir de l'anonymat, refusent de se laisser invisibiliser par le système et parlent très fort pour dénoncer très souvent la justice défaillante, la justice complaisante, la culture de l'excuse. Alors évidemment, il y a toujours une différence entre une victime qui précisément a parfois des désirs de vengeance ou de haine, et puis la justice qui doit, d'une certaine façon, son rôle. Avoir un rôle de pondération. Mais il y a tellement de différences, il y a un tel fossé qui existe aujourd'hui entre les victimes et la justice, que là, il y a un divorce, et là, on voit de plus en plus souvent des victimes parler et mettre en cause la justice. Et moi, je trouve que là, c'est quand même assez grave, parce que on n'est plus dans le système où on faisait confiance dans la justice de notre pays, mais on est dans un système de véritable défiance vis-à-vis des magistrats. Et on l'a vu avec la femme d'Éric Comines, mais on l'a vu aussi avec la mère d'Elias, et même d'une certaine façon, dans un genre totalement différent, avec Gisèle Pelicot. Gisèle Pelicot, qui était victime de viols répétés organisés par son mari, elle a accepté de témoigner, elle a refusé le huis clos. Et finalement, son discours, c'était de dire, voilà, il faut que tout le monde se rende compte de ce qu'on m'a fait. Et c'est d'une certaine façon une façon de faire pression sur la justice en disant, il va falloir les condamner à une juste peine. Et sur la société aussi, parce que pour revenir sur Gisèle Pelicot, ou pour revenir sur ce qui s'est passé avec le streamer Jean Portmanov il y a quelques jours aussi, personne n'a alerté aussi, et personne n'a levé la voix en disant, qu'est-ce qui se passe là? Oui, alors sur Internet, là, sur le fait divers d'Internet, c'est plus compliqué parce qu'il y a des problèmes de régulation. Ce sont des sites qui sont logés à l'extérieur, qui sont logés en général très loin. Dans le cas d'Espèce, c'était en Australie, donc c'était beaucoup plus compliqué. Là, si vous voulez, moi, ce qui me surprend, si vous voulez, c'est que on a de plus en plus de victimes qui parlent et qui mettent en cause véritablement la justice. Elliot Maman, vous êtes d'accord avec ce que Jean-Michel Salvatore vient de dire? Mais d'ailleurs, ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que précisément, il faudrait qu'il y ait une véritable prise de conscience de la part des pouvoirs publics de l'urgence de la situation et du désarroi des Français par rapport à un certain nombre de ces faits divers dont on se fait régulièrement l'écho dans les médias, puisqu'il faut qu'une réponse soit apportée par les pouvoirs publics avant que les Français en viennent à estimer qu'un autre modèle institutionnel, c'est-à-dire que sortir de la démocratie libérale serait la seule manière pour eux de voir l'État assurer leur sécurité. Ce n'est évidemment pas ce que je pense. Je pense qu'il est entièrement possible dans nos instances démocratiques telles qu'elles sont actuellement définies, dans notre état de droit, d'assurer la sécurité de tous, mais par rapport à ce qui est identifié comme une forme de laxisme par une majorité de Français d'enquête d'opinion en enquête d'opinion, il faut de toute évidence qu'il y ait une véritable action de l'État. Et à cet égard, on peut tout de même estimer qu'il y a une espèce
espèce de déconnexion. Lorsque le président de la République évoque un brainwashing, en réalité, on comprend totalement ce qu'il veut dire d'un point de vue idéologique. Il est plutôt dans une perspective constructiviste. Il estime que les faits divers ne sont pas véritablement diffus dans la société, mais qu'il y a une espèce de déformation médiatique, puisqu'à partir du moment où les médias en parlent, alors cela deviendrait une préoccupation des Français. Il me semble au contraire que l'on peut opposer que le cheminement est plutôt inverse. C'est-à-dire c'est parce qu'il y a un désarroi tout particulier d'un point de vue sécuritaire au sein de la population que les médias se font écho de ce désarroi. Mais donc on comprend bien que par rapport à la prise de conscience de l'urgence de la situation, Emmanuel Macron a de toute évidence encore un tout petit peu de trajet à faire. Il y a une sorte de malentendu. Et justement, Isabelle Piboulot, qui a vécu un drame, elle est journaliste à CNews. Son compagnon a été agressé vendredi dernier. C'était porte de Vanves, dans le 14e arrondissement de Paris. Son compagnon a juste voulu la protéger, elle, parce qu'elle était insultée. Et il s'est interposé et il a reçu 7 coups de couteau. Il est heureusement en vie, mais ce n'est pas passé loin, évidemment. Elle était très émue hier chez Pascal Praud. Elle a envoyé donc ce message au président de la République. Il est temps que les consciences s'éveillent. Et ma parole aujourd'hui, elle est pour ça. Parce que ma première agression, j'ai eu honte d'en parler. Des amis proches étaient au courant, mais certains de mes copains l'ont appris là, quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, 1 an après, parce que j'avais honte d'avoir été une femme qui touchait dans la rue. Mais j'avais honte. Je ne sais pas pourquoi. C'est inexplicable. Il faut le vivre pour le comprendre. Et aujourd'hui, la honte doit changer de camp. La honte, elle n'est pas à nous. Maintenant, évidemment, ça sera place à la justice. Je pense que je suis bien placée pour, avec tout le respect que je dois à notre président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez qu'un drame comme ça relève du brainwashing? Est-ce que vous pensez que les larmes d'une mère qui est inquiète pour son enfant, qui pense que son enfant va mourir alors qu'elle rentrait chez elle, c'est du lavage de cerveau? C'est tout. Isabelle Piboulot qui fait référence à ce qui s'est passé pour elle l'an dernier, puisqu'elle a été victime d'une agression sexuelle, et c'est ce qu'elle dit. Elle a eu honte d'en parler. Maintenant seulement, sa parole se libère, et elle en vient donc à ces mots et à cette adresse au président de la République, Jean-Michel Salvatore. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que, d'une certaine façon, bon, elle est journaliste, et en fait, c'est une sorte de making-of d'un fait divers. C'est-à-dire que là, on vit le fait divers du côté de la victime, et elle nous le raconte par le menu. C'est-à-dire que c'est pas juste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle nous donne des détails, elle nous explique exactement l'enchaînement des faits, la détresse qui a été la manière sienne, dont elle l'a vécu, la matière dont elle l'a vécu, les coups portés à son compagnon. Et c'est vrai que c'est assez rare finalement d'avoir ce niveau de détail raconté par les victimes. Une certaine chronologie sur la libération de la parole aussi. Oui. Et donc ça participe à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les victimes qui ont été très longtemps invisibilisées sortent de ce statut et racontent véritablement ce qu'elles vivent. Et moi je pense que ça devrait permettre d'ouvrir les yeux à certains magistrats. Et ça devrait permettre aussi à certains un retour au bon sens d'une certaine façon en matière de justice, parce que ce qui choque énormément les Français, c'est que finalement une peine prononcée n'est pas exécutée, qu'une peine de prison ne se fait jamais. Oui, mais etc., alors vous savez que les juges appliquent la loi, donc là on lance la balle vers les politiques. Oui, bien sûr, mais les politiques évidemment sont responsables. C'est vrai que la politique de Mme Taubira, c'est pas la politique de M. Darmanin, et la politique de Mme Belloubet, ça n'est pas la politique de M. Darmanin. Et Mme Belloubet et M. Darmanin ont été ministres de la Justice sous Emmanuel Macron, donc c'est pas la même chose. Et évidemment que le pouvoir politique... C'est d'ailleurs cette incohérence peut-être et ces ruptures qui Mais il n'y a pas que les magistrats, évidemment que la loi, c'est l'expression de la volonté générale et c'est l'expression de ce qui est voté au Parlement. Elliot Maman. Oui, absolument, mais par ailleurs, reconnaissons tout de même que bien souvent, la loi est beaucoup plus ferme que les peines qui sont véritablement, alors soit prononcées, encore plus appliquées. Donc c'est aussi évidemment une dimension qui peut susciter une certaine forme de déconnexion, qui peut du moins donner l'impression d'une déconnexion entre soit la volonté politique et populaire et en tout cas la volonté des magistrats. Vous savez, c'était d'ailleurs... Et en même temps, les prisons n'ont jamais été aussi pleines. C'est ça qui est... Oui, mais alors là, il y a plusieurs choses. Même D'abord, trop pleine. On peine précisément à construire les places de prison qui sont pourtant dont la volonté est exprimée par le gouvernement en place. Ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, vous savez, avait annoncé 15 000 nouvelles places de prison. Depuis le début de son premier quinquennat, on n'en a construit que 5 000. Et l'essentiel de ces 5 000 places qui ont été construites sont essentiellement destinées à la réinsertion. Donc, c'est-à-dire que d'un point de vue idéologique, ce sont celles qui
oppose le moins de contestation, puisque qui serait opposé à la possibilité pour un prisonnier, à partir du moment où il a purgé sa peine, de pouvoir se réinsérer convenablement dans la société. En revanche, les places de prison qui sont purement soit punitives, soit du moins sécuritaires, elles trouvent beaucoup plus de difficultés à être construites en collaboration avec les élus locaux. Donc on voit qu'il y a quand même aussi un versant idéologique. Et par ailleurs, Éric Dupond-Moretti, lorsqu'il avait voulu réformer notamment l'ENM, vous savez, l'École nationale de magistrature, avait estimé que l'un des problèmes de l'ENM était qu'il y avait une espèce de doctrine sociale qui pouvait y être diffusée, qui ensuite provoquait des magistrats qui précisément allaient pouvoir souhaiter envoyer en prison des détenus qu'ils estimaient devoir punir, mais pas nécessairement ceux qui représentent le plus grand danger physique pour la société. C'est-à-dire cette idée très justicialiste, vous savez, qu'on entend régulièrement, quelqu'un qui a détourné beaucoup d'argent, mettons-le en prison, quelqu'un qui a des problèmes psychologiques et qui donne des coups de couteau, mettons-le en hôpital psychiatrique plutôt qu'en prison. C'est aussi sur cette asymétrie-là qu'il peut y avoir du ressentiment.